Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV dans On se dit tout. Dans notre rendez-vous développement personnel de cette semaine, nous vous invitons à reconnaître vos forces, mais aussi à mettre le doigt sur vos faiblesses. Car selon les spécialistes, l'une des clés du bonheur, eh bien justement, c'est de faire la part entre les deux. La communication d'impact ensuite, un outil pour les grands, mais aussi pour les petits. Ramadan façon On se dit tout, c'est de la gourmandise qui vous veut du bien. Alors, comment préparer un slow, un sfouf, comme on l'appelle selon les régions, façon healthy, eh bien la recette avec Atman. Et puis pour finir, la toxine botulique est connue pour lutter contre le vieillissement, mais saviez-vous que c'est aussi très efficace contre la transpiration? On vous dit tout dans un petit moment. Bienvenue à toutes et à tous, je retrouve mes invités et on démarre. On y va. Et voilà, je suis installée avec mes invités. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois. Une fois n'est pas coutume, un plateau plus masculin que... Non, en fait, c'est une parité totale, 2-2. Mais on va dire en termes d'invités, il y a plus d'hommes que de femmes. Hanan Obeidar, vous allez bien? Pas trop perdu avec les messieurs qui sont avec nous aujourd'hui? Non, ça va. Pas du tout, absolument. Il n'y a pas de souci. Mais souvent, on nous taxe d'émissions féministes, on ne l'est pas du tout. Hein. C'est juste que, bon, on va dire que le carnet d'adresse est plus féminin que masculin, tout simplement. Merci beaucoup, Hanan, d'être là. Vous êtes coach professionnel. Avec vous, connaître ses forces, mais aussi les limites. Ces limites, c'est l'un des secrets du bonheur, selon vous et selon pas mal de spécialistes. On en parlera justement. À vos côtés, Emmanuel Sabouré, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes coach PNL et hypnothérapeute. Oui. Vous êtes installé en France, mais il vous arrive de venir au Maroc, notamment pour des séminaires, et on vous a chopé à la sortie de l'aéroport. C'est bien ça? Pas tout à fait, non. Pas tout à fait. Sur l'autoroute. En fait, je suis français et je vis au Québec. Ah d'accord, donc, ok. Mais je suis bien hypnologue, coach. Mais c'est ça, mais on vous a chopé à la sortie de l'aéroport. J'ai atterri ce matin. C'est ça, tout à fait. Ben, merci beaucoup d'être là. Avec grand plaisir. Et puis, docteur Ali Bouchama, merci beaucoup d'être là. Vous êtes chirurgien esthétique. Et avec vous, justement, cette histoire de Botox, l'arme anti-transpiration, on vous a chopé pas loin du bureau de Média TV. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment. Alors, on y va. Donc, on va parler de la communication d'impact avec vous, Emmanuel. On parlera du Botox avec vous, docteur Bouchama. On parlera tout de suite avec vous, Hanan Obeidar, des forces et des limites, le secret du bonheur selon vous. À tout de suite. Alors justement, vous êtes coach professionnel et cette histoire de limites et de force, que ce soit dans le monde professionnel ou dans la vie de tous les jours, c'est important de mettre le doigt dessus. Alors qu'en pensent justement, qu'est-ce qu'en pensent les téléspectateurs? Nos équipes sont allées à votre rencontre et on regarde vos réponses et on revient justement pour en discuter. On regarde. C'est important de connaître les forces et les faiblesses de la personne. Pour savoir de quels moyens on va atteindre un certain objectif et de quoi on est capable. Il est important de connaître les faiblesses de la personne, les assumer et les améliorer. Connaître ses forces et ses faiblesses, ça pourrait aider à choisir son chemin et choisir justement un projet professionnel là où on pourrait exceller. C'est pour auto-évaluation, pour pouvoir se développer, connaître mieux sa personnalité. Pour nous améliorer et pour s'adapter avec le milieu dont on vit, voilà. Alors justement, les gens rencontrés parlent beaucoup de faiblesses, alors que vous, les coachs, vous parlez de limites. C'est bien ça? En fait, c'est deux choses différentes. On a les deux. Mais on confond normalement. Enfin, on confond. Avant l'avènement du coaching, on avait tendance à penser que limites et faiblesses, c'était la même chose. Or, vous arrivez aujourd'hui en disant que ce n'est pas du tout la même chose. En fait, quand on dit que c'est pas la même chose, en fait quand on parle de nos forces, c'est quand même des choses qu'on maîtrise, qu'on sait faire et qui vont nous amener à réaliser certaines choses et à les réussir, parce que c'est quand même notre capacité, on va dire, à les travailler ou à les faire, c'est une compétence déjà acquise. Quand on parle de limites, c'est pas systématiquement une faiblesse. Dans quel sens? D'accord. C'est-à-dire que peut-être que je sais faire quelque chose, mais je suis peut-être pas excellent, ou je maîtrise pas tous les aspects de cette compétence. Donc ma limite va s'arrêter là où se limite ma compétence. C'est pas ma faiblesse? C'est pas une faiblesse, c'est juste une limite. C'est un point que je dois améliorer et je sais
ou je m'arrête pour pouvoir peut-être réfléchir par la suite, à faire des formations, à m'améliorer, pour pouvoir passer à l'étape suivante et pouvoir m'améliorer et que ça devienne vraiment une force. Donc quand on parle de limites, c'est par exemple, certaines personnes dans la vie personnelle et privée ont plus cette capacité à faire des heures et des heures de travail et de pouvoir se régénérer pendant la nuit et le lendemain c'est un nouveau jour et puis on repart. D'autres personnes ont plus de difficultés parce que c'est plus physique, on n'a pas le même métabolisme. Tout à fait. Donc, ils vont suivre ce rythme, ils vont se dire oui, moi aussi je vais y arriver, mais leur corps, Ne au suit bout, pas. il va plus suivre. Donc, c'est une limite, c'est pas systématiquement une faiblesse, il faut juste que je sache jusqu'où je peux aller. Et quand je connais ma limite, soit je peux travailler dessus pour pouvoir l'améliorer quand il s'agit de compétences, de techniques, de relationnel et autres, soit c'est quelque chose qui en moi, par exemple, quand c'est physiologique, je ne peux pas la dépasser. C'est comme ça et je ne peux pas le changer. Mais c'est peut-être ça le souci, c'est qu'on n'a pas la bonne définition. Justement, c'est qu'on se dit que ses limites, c'est ses faiblesses et que c'est négatif. Et donc, on baisse le rideau dessus, Exact. on n'a pas envie de trop de les voir. Et donc, on se focalise surtout sur, on va dire plutôt ses forces. Exactement, en fait. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que, alors vous avez deux genres de personnes. Ceux qui ne vont pas voir leurs limites et qui vont toujours chercher à faire plus, quitte à des fois se retrouver dans des situations très compliquées, parce que soit par manque de compétences, ils vont mal faire le travail pour lequel ils se sont portés peut-être même volontaires pour le faire, alors qu'ils ne connaissaient pas leurs limites par rapport à ça. Soit c'est des personnes qui vont tout de suite voir que c'est une faiblesse et au lieu de se dire « Ok, je vais apprendre peut-être pour m'améliorer et que ça ne soit plus ma limite », ils vont juste baisser les bras et ils vont rester un petit peu dans leur coin à ressasser un petit peu ces idées négatives, alors qu'il faut faire ni l'une ni l'autre. Il ne faut pas se proposer pour faire des choses plus qu'on est capable de faire par rapport que ce soit à notre capacité en tant que personne énergétique, mais aussi en termes de compétences techniques ou relationnelles ou autres. Et en même temps, il ne faut pas se dire parce que je ne peux pas le faire aujourd'hui, c'est que je ne pourrai jamais le faire. On peut toujours s'améliorer et se développer. Mais alors, en quoi c'est le secret du bonheur ? C'est le secret du bonheur dans le sens où je ne suis plus en guerre avec moi-même. Je ne vais pas utiliser la technique de l'autoflagellation à chaque fois que je suis face à une situation où je me dis je suis en échec. Et c'est ça, en fait, la différence. Le fait de se dire, OK, c'est une situation qui, aujourd'hui, je ne peux pas la faire, je ne peux pas la continuer, je ne peux pas maîtriser peut-être tous les aspects, mais si je m'inscris à une formation, si je vais faire des stages, je vais être à la rencontre de gens qui sont beaucoup plus compétents que moi, j'accepte que c'est une limite chez moi aujourd'hui, et puis je vais travailler dessus pour l'améliorer. Donc, quand je vais être en situation où je vois que je ne peux pas le faire, je ne veux pas la vivre comme échec. Je vais me dire juste, bon, c'est une situation certes que j'ai envie de faire, mais peut-être pas tout de suite, je le ferai dans 1 an, dans 2 ans, quand je sentirai que je serai capable de le faire. Mais alors, on a besoin de quelles compétences pour pouvoir poser un diagnostic aussi limpide et lucide sur soi ? Avoir juste de la clairvoyance et pouvoir aussi faire de temps en temps l'effet miroir. Se regarder avec un œil d'expert, ou si on n'est pas capable de le faire tout seul, faire appel à des experts, que ce soit en entreprise ou dans la vie privée, qui peuvent nous dire quelles sont nos limites, si vraiment on n'est pas capable de le faire. Sérieusement, je pense que chaque individu est capable, s'il est honnête avec lui-même, de se poser quelques minutes, ou peut-être ça peut prendre une journée, s'il le faut, et de se dire qu'est-ce que je ne sais pas faire, qu'est-ce que je maîtrise, et je mets ma petite liste, ce que je ne sais pas faire que je peux améliorer, et ce que je ne pourrai jamais faire, pour une raison X ou Y. Sachant que quand même, sur cet aspect-là, ça reste entre parenthèses, parce qu'à part le fait peut-être de faire le marathon alors que j'ai un genou complètement explosé, c'est juste utopique. C'est ça. Donc, mais après, si vraiment c'est juste ma condition physique qui ne me permet pas de faire le marathon tout de suite, c'est que je dois m'entraîner. Ça me prendra mes paliers. Je construis mes paliers et tout doucement, je vais y arriver. Je ne vais pas le faire tout de suite, mais je vais le faire peut-être dans 2 ans. Vous revenez sur l'hisort du marathon. Je sais qu'on avait fait une émission ensemble sur Exactement. ça. C'est resté là. C'est resté là. Ok, messieurs, en fait, on parlait en fait il y a quelques mois avec, on vous met dans le bain en fait. Avec Hanan, on avait fait une émission, Hanan et 2 autres intervenantes, une émission sur le dépassement de soi. Et en fait, les 2 autres dames étaient des marathoniennes. Et donc, elles charriaient Hanan parce que Hanan ne court pas, mais Hanan fait de la boxe parce qu'elle a un problème de genou. Voilà pourquoi elle revient sur l'exemple du marathon. Bref. Donc, alors justement, je vous pose la question à vous, docteur Ali Bouchama. Est-ce que les patients, lorsqu'ils viennent vous voir, est-ce qu'ils parlent de limites, ils parlent de défauts, ils parlent de complexes ? Alors, c'est plus des complexes, c'est plus un problème d'auto-estime.
Et nous, on doit leur expliquer ce que la chirurgie esthétique peut apporter pour leurs problèmes, d'accord ? Et expliquer les limites de ces techniques. On ne peut pas résoudre tous les problèmes. On peut améliorer certaines situations, on peut parfaire certaines choses, mais on ne peut pas, des fois, atteindre un objectif qui dépasse les limites personnelles, physiques, anatomiques de la personne. Donc il faut savoir un peu recadrer la patiente ou le patient pour lui expliquer justement les limites de ce qu'on peut faire avec cette peau. Si on a déjà une peau relâchée, on ne peut pas se permettre la même technique qu'une autre patiente qui est beaucoup plus jeune, avec une peau beaucoup plus ferme. Il y a beaucoup cet effet média de réseaux sociaux où on imagine qu'on pourrait avoir exactement le même résultat. Donc c'est à nous... Il y a beaucoup de Photoshop ? Oh, à part le Photoshop, c'est que quand on a 50 ans, on n'a pas la même peau que quand on a 25 ans. Donc on ne peut pas imaginer une silhouette retravaillée par une liposculpture comme quand on a 50 ans, à moins d'avoir vraiment une peau encore ferme, qui n'avait pas été abîmée par les accouchements. Donc il faut savoir orienter les patients, expliquer la limite, un peu réduire leurs expectatives, parce qu'en général, ils viennent avec des expectatives qui dépassent le possible. Donc vraiment les mettre dans les conditions réelles et leur montrer peut-être des exemples qui ressemblent à leur situation, plutôt que leur montrer quelque chose qui ne peut pas être comparé. Alors justement, Emmanuel Sabouré, pour vous, justement, cette balance entre les deux, c'est le secret du bonheur ? Oui, tout à fait. Vous adhérez ? Ah oui, j'adhère complètement. Cette différence entre la limite et la faiblesse, la limite, c'est ce qui n'est pas envisageable de faire. On parle de peau à tendre alors que c'est plus possible. Et pour moi, la faiblesse, au contraire, la faiblesse, souvent, est une erreur sur une croyance qui est héréditaire. Donc, ça se rejoint vraiment ce qu'on fait. Toute faiblesse est émotionnelle. Et derrière chaque symptôme, il y a une émotion. Dans les opérations, il y a des émotions qui sont très très fortes. Le symptôme de se changer, c'est une émotion qui est à travailler. Absolument. Donc, limite faiblesse, la limite est souvent physique. La faiblesse, au contraire, est un avantage. Pourquoi ? Pour moi, il n'y a rien de négatif dans la faiblesse. On va apprendre à se connaître et on va apprendre à s'en servir comme une grande force. À partir de là, tout est possible. Et vraiment, tout est possible. Alors, on passe aux questions des téléspectateurs. Hanan, on a une première personne qui vous dit, Camélia, qui vous dit comment agir si on n'accepte pas ses faiblesses. Se faire accompagner. Souvent, il y a un exercice qu'on fait, je pense, vous allez confirmer. C'est que quand il y a quelqu'un qui vient nous voir, au fait, ou quand j'accompagne, souvent, moi, c'est plutôt dans le monde professionnel, quelqu'un qui vous dit, voilà, en fait, c'est mes faiblesses, et il vous fait toute une liste, et quand vous lui demandez... Débarrassez-moi de mes faiblesses. Voilà, quand vous lui demandez quelles sont vos forces, il a du mal déjà à en trouver 2 ou 3. Ce que je fais, c'est que par rapport à ses faiblesses, des fois, on décortique juste 1, 2, il comprend l'astuce, et après, il le fait tout seul. C'est qu'on lui demande, qu'est-ce qui fait que cette faiblesse-là, vous la considérez aujourd'hui comme faiblesse. Okay. Donnez-moi les points négatifs de cet aspect de votre personnalité. Et puis, quand il commence à les lister, souvent, on trouve le côté positif de chaque point qu'il a listé. De chaque faiblesse, chaque faiblesse ou chaque explication de cette faiblesse. Donc, à un moment donné, en fait, il vous regarde et il vous dit, la fameuse balance des 50-50, elle existe dans la vie. Et elle existe même dans notre perception et dans nos croyances. Ce qu'on croit aujourd'hui comme étant une faiblesse, c'est peut-être une force. Et peut-être un avantage que j'ai. Absolument. Juste que je ne l'utilise pas comme étant un avantage. Et donc, du coup, je ne vois que son mauvais côté. Alors que son bon côté qui pourrait me servir dans la vie, j'ai tendance à l'ignorer. En remettant juste le projecteur sur le bon côté de cet aspect-là, de sa personnalité en général, il se rend compte que ce n'était pas tellement une faiblesse. Ça, c'est un exercice qui serait pas mal à faire justement pour nos téléspectateurs maintenant. Si vous vous retrouvez dans ce sujet, s'il y a vraiment quelque chose qui vous embête, vous dites c'est ma faiblesse, essayez de trouver le côté positif. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette faiblesse ? Je ne sais pas, le fait, même des fois, pour trouver tout de suite un exemple, j'ai du mal à aller vers les autres. On vous laisse tranquille. D'accord. Déjà, oui, peut-être on vous laisse tranquille. Peut-être que vous ne commettez pas trop d'erreurs en allant peut-être raconter ou en disant n'importe quoi. Le silence, quand même, c'est une force. Des fois, juste parler pour parler, ça ne sert à rien. Donc, après, voilà, il y a des côtés positifs, mais on est dans le 50-50. Si vous voulez développer plus le côté positif, c'est de savoir choisir les personnes vers qui aller,
avec un sujet bien précis, parce C'est que ça. vous avez une attention. Et du coup, vous n'êtes plus dans « je le considère comme une faiblesse », ça deviendra votre force parce que vous aurez des discussions et des contacts ciblés. Absolument. Alors, la dernière question vous vient de Hinda qui vous dit « J'ai du mal à gérer mes émotions au boulot, que faire ?» On est des êtres humains, on a tous des émotions, positives, négatives. Après, côté boulot, je pense que... Allez, je suppose qu'elle parlait plus de ses émotions négatives. Probablement. Probablement. Parce qu'au boulot, on nous demande d'être pro. Et donc, j'imagine qu'elle a du mal à être constamment pro. Exact. Et pro, ça veut dire dans la tête des gens carré, sans émotion. On ne peut pas vivre sans émotion. Après, dans l'intelligence émotionnelle, c'est aussi comprendre mon émotion, d'où elle vient. Qu'est-ce qui va faire naître cette émotion et pourquoi j'en arrive là? Par exemple, certaines jeunes filles qui, tout de suite, dès qu'il y a le patron qui leur parle, elles se mettent à pleurer. Elles vont avoir une impression d'être vraiment sous-estimées, d'être maltraitées. Donc, l'idée, c'est déjà d'aller à la source et de comprendre qu'est-ce qui fait que je ressens ce sentiment. Parce que ça soit mon patron ou n'importe qui représente une hiérarchie, et souvent autorité, c'est l'image, ouais. voilà, une autorité et l'image paternelle. Donc, est-ce que peut-être il y a quelque chose, moi, dans ma façon de réfléchir et de penser, que je dois changer? OK. Ben, bien reçu, Hinda, je pense. Merci l'espère. beaucoup, Hanan. Merci, on continue l'émission. On va parler de communication d'impact. Et c'est avec vous, Emmanuel Sabouret. Merci beaucoup de nous faire l'honneur et le plaisir d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout, Avec sur grand Média plaisir. TV. Alors vous êtes coach PNL et hypnothérapeute. La communication d'impact, c'est pour les grands, mais c'est aussi pour les petits. C'est ce que vous défendez comme idée. Mais d'abord, est-ce que nous, Marocains, nous savons qu'est-ce que ça veut dire, la communication d'impact? Nous sommes sortis poser la question et on revient justement pour voir si ça vous convient comme réponse. On regarde. Communication d'impact, c'est le fait de prendre la parole devant un public ou une personne et tout, mais on peut s'attendre finalement à une réponse négative ou positive selon la personne, selon le public, selon le niveau intellectuel, selon les pensées et tout. C'est une communication qui fait un impact sur l'autre. Elle peut changer l'autre personne, elle peut changer sa mentalité. Ça me fait penser déjà au fait de bien maîtriser son sujet. Les répercussions normalement qu'on attend, c'est d'avoir les effets escomptés, d'emmener les gens à prendre la décision, bien le choix qu'on veut. Ça ne me dit rien. Alors voilà, le monsieur est honnête, il le dit, ça ne lui dit strictement rien, mais on a eu d'autres réponses avant. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est ça la communication d'impact? C'est un début. C'est un début. En fait, la communication d'impact, c'est une formation que j'ai mis en place pour enlever le mot hypnose conversationnelle. Ok. On parle d'émotion depuis tout à l'heure. L'être humain est émotionnel, il ne vit que par ses émotions. Tout comportement qu'on va avoir, qu'on va mettre en place, a une raison, a un gain secondaire. Donc, si j'agis comme ça, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, j'attends quelque chose. C'est ça. La communication d'impact, c'est le travail sur les différents langages qu'on va communiquer, que ça soit verbal, que ça soit paraverbal ou que ça soit non verbal. C'est pas pour impacter en fait. Disons C'est que compris comme ça. C'est pour avoir une forme de pouvoir, de puissance. ça donne un avantage. C'est-à-dire que quand la personne va nous nommer des mots, ces mots, c'est des mots qu'elle veut partager, mais avec un masque. La Ok. communication d'impact va nous permettre de comprendre en fait quelle est son émotion là dans l'instant. Est-ce qu'il y a une congruence entre ces mots, entre son intonation et son corps? Si on a une congruence, on va pouvoir percevoir l'émotion dans l'état émotionnel qu'elle est dans l'instant présent. Donc, on va pouvoir passer notre message. S'il n'y a pas de congruence, là, si on passe notre message, on risque d'avoir des non. On et peut des avoir un refus. exemple? Oui, on peut avoir un exemple. On va aller demander. Moi, je ne travaille pas en entreprise. Je travaille avec des médecins, je travaille avec des psychologues et beaucoup en thérapie privée. J'ai des neurologues qui viennent me consulter, qui justement veulent demander des augmentations à leur patron. Ah ben ça c'est super comme idée. Ouais, donc on retrouve ça. À partir de là, ils ont un rendez-vous. Le patron sait qu'il va lui demander une augmentation. Le comportement de la personne, il va y avoir un stress. Celui du patron? Des deux. Des deux, oui. Des deux. Donc, si celui qui demande, il est déjà stressé, il va passer un message qu'il est stressé, ça va donner une force à son patron pour pouvoir avoir des arguments. Donc, suivant comment il va apporter des inductions, des suggestions, comment il va s'exprimer verbalement et non verbalement, il va déjà créer un lien, le rapport. Il est important dans la communication, c'est d'avoir un rapport avec l'autre, de trouver un lien pour que la personne puisse vibrer avec ce qu'on est en train de lui dire. On va lui raconter une histoire, on va laisser son cerveau Mais imaginer. concrètement, ça donne quoi? C'est
ouvre-toi, augmente-moi. Non, pas du tout. Non, mais je me La taquine, je sais. première chose, c'est d'écouter. Il faut écouter l'autre, observer l'autre. Et observer tous les mouvements du corps, observer l'intonation. Est-ce que les yeux rient ou pas? Est-ce que les yeux sont présents quand on parle, hein? Là, de temps en temps, je vois que vos yeux ne sont pas là. Hein. Vous réfléchissez et vous revenez. On voit la lumière dans vos yeux. Donc la communication d'impact, c'est vraiment d'observer. Je suis là, hein, mais je gère pas mal de paramètres Je en sais, même temps. mais moi, je le vois dans vos yeux. D'accord. Parce que quand vous n'êtes pas dans le moment présent à m'écouter, vous êtes ailleurs. Notre Ok. cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois. Ok. Donc soit il écoute, soit il réfléchit. Donc je vous quitte plus des yeux. Parfait. Oui, mais la lumière, elle disparaît quand même. C'est vrai. Donc, en fait, la communication d'impact, c'est à quel moment on va pouvoir s'adresser, comment on va pouvoir s'adresser à la personne. On va étudier un petit peu son comportement d'expression, on va observer ses filtres, comment il perçoit, lui, l'extérieur. On va observer tous ses comportements, on parle de métaprogrammes, on va écouter les métamodèles, c'est toutes des astuces, des techniques qui nous permettent de trouver le moment pour pouvoir passer notre communication, tout en sachant que toute communication a un intérêt derrière. Ok, mais si on devait transposer ça dans le monde des enfants, ça donnerait quoi? Alors, le monde des enfants, déjà, on sait que le cerveau a tendance à observer 30% de plus le négatif que le positif. Chez les enfants? Oui, mais chez tout le monde. Chez tout le monde. L'enfant, jusqu'à l'âge de 4-6 ans, plus la médecine avance, plus la science avance, plus on va retrouver un côté conscient à l'enfant de plus en plus jeune. Ok. Un enfant petit est une éponge, il absorbe absolument tout ce qui se passe autour de lui comme une évidence. Donc il va créer des schémas comportementaux. Puis en grandissant, il va changer de perception sur l'extérieur, et puis on va se retrouver dans ses limites. Hein. Je ne suis pas capable de... Bien sûr qu'il est capable, mais on lui a tellement induit certaines choses quand il est petit que ça reste comme une évidence dans sa tête. Donc l'enfant petit, suivant comment on va placer nos inductions, nos suggestions, comment on va attirer son observation et sa compréhension, on va l'emmener dans un monde qui sera sa réalité, donc ses filtres à lui. Donc dans le monde de l'enfant, c'est hyper important. Jusqu'à 4 ans, 4-5 ans, il faut vraiment donner toutes les possibilités aux enfants de pouvoir tout essayer. C'est-à-dire, pas de limite, pas d'interdiction? Non, je ne parle pas d'interdiction, mais quand je dis tout essayer, c'est faire de la musique, aller à l'opéra, faire du sport, faire de la pâte à modeler, dessiner, écrire des histoires, raconter des histoires, chanter. Plus on va lui donner de possibilités d'ouvrir sa perception au monde, plus il y a des schémas neurologiques qui vont s'installer. Et puis petit à petit, il va prendre ce qu'il ressemble pour pouvoir l'amplifier. C'est ça. Mais si on le limite dans la connaissance, il n'aura pas cette idée de curiosité, de vouloir avancer. Donc aujourd'hui, on va dire en quelque sorte, le grand ennemi, c'est la télé, c'est les tablettes, c'est la surconsommation de toutes ces choses-là, parce que ça, on va dire, ça engloutit l'enfant pendant des heures, et donc tous ces circuits neuronaux ne fonctionnent pas. Non, puis un enfant a besoin de s'ennuyer, donc on va couper la télé. Maman, je m'ennuie, c'est très bien. C'est hyper important de s'ennuyer, ça va développer l'imagination. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais vous avez parfaitement raison. Maman que je suis, je le confirme parfaitement. Mais c'est facile, c'est la facilité, c'est la vie moderne qui nous emmène dans cette facilité, mais en handicap, en fait, nos enfants. Absolument. Il n'y a pas assez de responsabilité à leur donner. Il faut leur donner toutes les possibilités de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire des erreurs. On parle d'émotions, émotions négatives et positives. Pour moi, ça n'existe pas. Il y a des émotions aidantes et des émotions limitantes. Une émotion négative est hyper importante, cette émotion limitante. L'émotion négative, ce qu'on appelle négative, c'est qu'il se passe quelque chose en ce moment qui ne me convient pas. Elle n'est pas négative. Elle est en train de me dire « Hey, il se passe quelque chose là, tu pourrais agir. » Donc c'est aidant ou limitant. Et les enfants, il faut leur laisser le temps de vivre ces émotions. Parce qu'après, on se retrouve dans les entreprises où la personne, la question qui a été posée tout à l'heure, je suis dans un état négatif, émotionnel. Mais c'est quoi la problématique? Son boulot l'aime pas, problème de patron, problème d'environnement, problème de comportement. Il y a toutes des études à faire derrière et à réfléchir. On peut réfléchir par soi-même, mais ça ne suffit pas, parce qu'on va regarder avec nos filtres, nos lunettes, et c'est notre avis. Ce n'est pas l'avis général. Alors si justement certaines personnes sont intéressées par ce que vous dites, parce que ça c'est votre théorie, cette théorie de la communication d'impact. Oui, je dirais que c'est la théorie de l'hypnose. C'est ça. Mais vous lui avez changé d'appellation pour que ça fasse moins peur. Disons que l'hypnose... C'est votre communication d'impact à vous. Oui, c'est ça. Parce que l'hypnose, en fait, est réservée soit à ceux qui veulent faire du spectacle sur scène. Pour moi, ça dévalorise totalement la réalité de l'hypnose. Soit pour devenir thérapeute. Mais on doit apprendre à communiquer. On devrait apprendre ça à l'école. Comprendre que l'autre qui est en face de nous, qui nous regarde de travers, ce n'est pas qu'il nous en veut, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. C'est son émotion. Comment est-ce qu'on peut accepter son émotion sans le juger et puis sans se braquer?
Tout comportement va être la causalité du comportement qui va arriver en face. On devrait apprendre à comprendre comment on fonctionne, les émotions, les suggestions, les présuppositions. Tout ça. Vous avez raison, désolé de vous interrompre, c'est juste par manque de temps. Vous avez raison de dire qu'il faut apprendre dès l'école à comprendre que le regard de l'autre ou l'émotion de l'autre n'est pas contre nous, mais ça lui appartient. Je suis d'accord avec vous, mais il faut aussi que celui qui ressent comprenne que ce n'est pas de votre faute, que ça lui appartient à lui, que c'est à lui de régler cette émotion. Donc en fait, c'est dans les deux sens. L'hypnose, c'est ça. Pour comprendre comment la personne en face de nous va réagir et va fonctionner, il faut qu'on ait appris à le faire sur soi-même. Communiquer avec quelqu'un, c'est déjà apprendre à communiquer avec soi-même. Sauf qu'on est persuadé que notre intelligence, notre intellectualisation, c'est ce qui nous gouverne. Ça représente 2% de ce que nous sommes, rien d'autre. 98%, en gros, c'est que des automatismes. Donc apprendre à fonctionner, à percevoir un automatisme et se demander qu'est-ce qui fait qu'il fait ça? C'est quoi son intérêt positif ou son gain secondaire pour avoir ce comportement? Mais on peut se déformater, se formater d'une autre manière? Ça s'appelle de la dissociation. Okay. On va dissocier une émotion pour l'observer, puis observer tout ce qu'il y a autour. C'est ça. Ça s'apprend? Ah oui, tout à fait. On se forme à ça? Oui, moi je forme énormément de monde, beaucoup de médecins aussi, mais des parents. À Ottawa, l'armée, j'ai formé aussi des infirmières, des dentistes, des pneumologues, et puis des monsieur, madame, tout le monde qui travaillent à un service de clientèle, un garagiste, un chef d'entreprise. Ça vous intéressera en tant que médecin, une formation pareille, docteur? Oui, tout à fait, pour comprendre mieux la personne qu'on a devant, sur qui on doit intervenir. Donc si on comprend ses émotions, d'où vient cette peur, d'où vient ce trouble des fois de l'image corporelle, on peut mieux répondre à ses besoins. On a eu des cours avec des psychologues durant ma formation pour essayer de me comprendre. Là, je vois que c'est carrément un autre niveau. On parle d'hypnose, c'est-à-dire comprendre juste par la gestuelle, par le regard, l'intonation, en plus des mots qui sont dits, qui sont des fois pas cohérents avec ce que pense réellement la personne. On va mieux cerner le sujet. Je trouve ça très intéressant pour la pratique d'un médecin. Voilà. Justement, ça apporte quoi pour la pratique du médecin? Ça permet de comprendre comment la personne en face de nous perçoit le monde et qu'est-ce qui fait qu'elle a ces croyances-là. Ces croyances limitantes. Mais il faut une formation de combien de temps pour pouvoir arriver à ce degré? Disons que si on veut être maître praticien, par exemple, en hypnose, ou être coach PNL, il faut compter à peu près 3 ans. Minimum 3 ans. Et puis après, il y a tout notre processus aussi. Mais par exemple, pour Dr Bouchama, on prend l'exemple du Dr Bouchama parce qu'il est là, si lui, en tant que médecin, il a besoin de se former pour mieux cerner ses patients, il lui faut combien de temps? Est-ce qu'il lui faut autant d'années? En communication d'impact, il suffirait d'une petite année. D'accord. Parce qu'il y a la communication d'impact, puis après, il y a des formations praticiens et maîtres praticiens en hypnose, pour ceux qui veulent vraiment faire de l'hypnose thérapeutique. Thérapeutique. Et pas de spectacle. Non. Alors, on va marquer une courte pause et on revient pour les questions des téléspectateurs, mais aussi pour parler de Slow Healthy et pour parler de Botox, larmes, antitranspiration. Tout ça, c'est la suite et deuxième partie d'On se dit tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV. De retour donc pour cette deuxième partie. Nous avons parlé en première partie avec vous, Hanan Obeidar, coach professionnel, des forces mais aussi des limites, le secret du bonheur. Vous nous avez expliqué comment, dans un petit moment, le Botox, l'arme antitranspiration. Avec vous, docteur Ali Bouchama, chirurgien esthétique. Et puis, Atman testera pour nous, une fois n'est pas coutume, une recette, celle du Sfouf, du Slow Healthy. C'est normal, Ramadan oblige. C'est la façon dont on se dit tout, justement, de vous apporter les douceurs nécessaires, ok, mais qui font attention, écologiques pour votre corps et qui font attention à votre santé. Sinon, on parlait de quoi à l'instant? On parlait avec vous, Emmanuel Sabouré, coach PNL, hypnothérapeute, de la communication d'impact. C'est aussi un truc d'enfant, pour les enfants, pas un truc d'enfant, un truc pour les enfants. Donc vous nous aviez dit que justement ça peut commencer très très tôt parce que ça permet aux enfants d'avoir une ouverture, d'avoir un champ très large d'expérience et ne pas être limité par rapport à des choix de vie, etc. Et là, on arrive sur des questions de parents que ça a interpellé justement. Maryam vous dit « Mon enfant de 7 ans a du mal à s'imposer avec ses amis à l'école, comment l'aider ?» Alors, 7 ans, c'est un âge qui est particulier, c'est l'âge de raison, hein, c'est ce qu'on disait avant. Maintenant, on avance un petit peu, je dirais ça régresse un petit peu, cet âge de raison. L'aider, le sport, je pense que c'est la première chose, et puis la motivation. Mais dans la motivation, il faut faire très attention. On a la personne qui va se poser en tant que victime. Alors là, la motivation, c'est plus de la victimisation. Il va falloir le bouger, le remuer, surtout le mettre face à ses responsabilités.
Un enfant qui a du mal à s'investir avec ses amis, il peut y avoir plusieurs choses. D'abord, il n'en a peut-être pas besoin. Moi, je vais me faire très attention à ce que désirent les parents et ce que désirent les enfants. Donc, il n'en a peut-être pas besoin, il le vit très bien. Donc, s'il le vit très bien, pourquoi changer? Mais un enfant qui a besoin de prendre contact avec ses amis et qui n'y arrive pas, le sport, sport de combat, hein, ou le sport d'équipe, ça va l'aider beaucoup. Parce qu'il a besoin de quoi? Il a besoin de prendre confiance et de reprendre une estime de lui. Donc ça va être un gros travail à faire. Mais si l'enfant il le désire, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne l'a pas demandé. C'est très neurologique. Hein. Il ne faut pas le pousser en fait. Ça ne sert à rien. Il va falloir trouver quelque chose qui le passionne, parce que c'est lui de faire le pas. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne le désire pas et qui est dans l'observation et dans l'attente. Même pour les adultes d'ailleurs. En particulier pour les D'où le problème peut-être parfois de certains sevrages. Je fais un lien qui est... Voilà. On passe à une autre question, celle de Ntissa qui vous dit: un enfant très timide risque-t-il de devenir un moins bon communicant à l'âge adulte? Ntissa, je vous dis non, pas du tout. Je vous laisse répondre, mais après je donnerai enfin, je vous laisse répondre. Vous confirmez ou pas? Je confirme complètement. Ça n'a rien à voir. Puis ça veut dire quoi, timide? C'est ça. Il faudrait déjà que la personne elle définisse c'est quoi le mot timide. Ça vous fait sourire, Hanan? Exact. Vous étiez timide, enfant? J'avais du mal à communiquer. Et pourtant? C'est mon métier aujourd'hui. Et voilà. Emmanuel? Donc, c'est comme quoi, une limite ou une faiblesse est devenue une force. Force, absolument. Donc non, ça n'a rien à voir. Et puis, la timidité n'empêche pas de communiquer. Il y a des gens très timides qui communiquent d'une façon absolument extraordinaire. Donc, c'est encore des croyances, encore des cadres. Parce qu'on est timide, c'est de cause à effet, on est timide, donc on n'est pas capable de communiquer. Absolument. Mais pourquoi je disais non? Parce que justement, enfant, j'étais très timide. Et quand j'ai commencé à la radio, pendant un an, je me disais, mais aujourd'hui, on me vire, hein, c'est sûr. Parce que dès que le micro s'allumait, je devenais rouge comme une tomate. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Bref, et bien finalement, comme quoi, ça se travaille. Exactement. Merci beaucoup, Emmanuel Sabouret, d'être avec nous. Vous êtes coach PNL, hypnothérapeute. Vous connaissez le souffle, le slow, les douceurs marocaines, vous connaissez? Un petit peu, mais ça... Ça, vous ne connaissez pas. Alors ça, c'est une petite patte, spécialité Ramadan, spécialité des occasions, mais de Ramadan en particulier. Alors, ça peut être très gras, c'est très bon, c'est très nutritif, mais ça peut être très, très gras. Par contre, nous, on a la version healthy, la version bonne santé du sello. On regarde Seatman qui passe au fourneau pour les téléspectateurs. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Comme vous le savez, pendant la période du mois sacré de Ramadan, il faut savoir s'occuper juste avant la rupture du jeûne. Vous pouvez choisir soit des activités sportives, soit opter pour une activité culturelle, comme lire un livre dans une très belle librairie. Malgré les apparences, ce n'est pas ce dont nous allons parler aujourd'hui, puisque nous avons décidé de tester pour vous un nouveau concept culinaire healthy, très adapté pendant cette période de jeûne. Et pour nous en parler un petit peu plus, nous allons rencontrer Rita Benjeloun. Bonjour Rita, merci beaucoup de nous recevoir dans ton restaurant. Bonjour Atman, marhaba bik. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept healthy? Alors notre concept healthy, ça s'appelle de l'integrity food. Alors concrètement, ça se traduit comment? C'est de pouvoir manger sain comme à la maison, mais en étant à l'extérieur. Le choix des ingrédients, des recettes créatives également, qui puissent apporter un maximum de bienfaits pour l'organisme, surtout en période de jeûne, par des conditions de travail qui sont adaptées pour être travaillés tous dans le même rythme, dans la détente et dans la concentration, afin de transmettre un maximum de bonnes énergies, de bonnes ondes dans nos plats. Alors pour la rupture du jeûne, quelles sont les formules que tu proposes? On propose un buffet pour le ftour qui allie les spécialités américaines de notre carte et la tradition marocaine, toujours un petit peu allégée quand même, ainsi que de la healthy food. Donc là, pour le coup, c'est très très allégé et très sain pour l'organisme. Alors écoute, ça m'intéresse beaucoup parce que je m'imagine très mal une table marocaine pour la rupture du jeûne avec des ingrédients qui soient cuisinés de manière healthy. Alors est-ce que tu peux partager avec moi tes secrets? Alors Atman, je ne peux pas partager avec toi tous mes secrets, mais ce que je te propose, c'est de t'apprendre à faire un slow sans gluten, sans beurre et sans sucre. Eh ben écoute, ça me paraît très très intriguant. Je veux bien voir ça. Avec plaisir, suis-moi. Alors Atman, je te présente les ingrédients qu'on va utiliser. On va commencer par les farines. Farine de millet, donc illen, petite couleur grisâtre. Farine de petit épeautre, c'est le cousin du blé dur. Et la farine de pois chiche, hummus, qui donne un petit goût sucré et surtout une très très belle coloration. On passe ensuite aux amandes, qui est l'ingrédient principal du slow. Les graines de sésame, ça c'est mon petit secret à moi.
c'est les graines de tournesol et les graines de lin. Pour ce qui est des épices, alors j'utilise bien entendu de la cannelle moulue et de l'anis moulu. Et puis aussi donc la gomme arabique, muscat al-hurra, l'huile de nigel, sanouche et le miel pour sucrer. Maintenant, je vais te demander d'enfiler tes gants pour commencer à travailler. Voilà, Peu importe l'ordre. peu importe l'ordre. La farine de pois chiche en dernier. On obtient un mixte donc des 3 farines. Quelle est la prochaine étape? Mixer les amandes. Voilà le résultat. Tu peux y aller d'un coup. Voilà. Alors, on va bien malaxer avec les mains et avec amour. On va ajouter l'huile de coco. On va malaxer avec les mains. Donc là, tu prends le miel. Alors, quelle est la prochaine étape, chef? On va utiliser des épices traditionnelles du Selou et un petit twist de ma part. Très bien. Alors, quelles sont-elles, ces épices traditionnelles? La gomme arabique, c'est le D'accord. muscat al-hurra, la cannelle et les graines d'anis moulues. Là, tu vas prendre une petite pincée d'anis, mais Voilà. un tout petit peu. Voilà. Tu mélanges encore. Mélange. Maintenant, le dernier twist, c'est l'huile de nigel. Tu mets quelques gouttes, 5, 6. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette préparation? Maintenant, on va débarrasser la table pour passer au dressage. Alors, tu vas prendre l'emporte-pièce. Tu veux une remissa, un petit cœur? Eh bien, toutes. Allez, On va toutes, faire toutes. soyons fous. Et donc, je mets directement dedans? Tout à fait. Et après, est-ce qu'on a besoin de cuire le slow? Non, ça y est, la Non. recette est terminée. Ça y est, là, Maintenant, on on est- est dans l'étape déco Et présentation. et présentation. Là, on va démouler. Tout à fait. Tu le déposes. D'accord. Voilà. Et tu vas appuyer et en même temps que tu démoules. Et voilà. C'est parfait. Chers téléspectateurs, on a donc bien réussi à faire un slow sans sucre, sans gluten et sans beurre. Ritza, merci beaucoup pour ta patience, ta gentillesse et surtout ton professionnalisme. Rahba Atman, tu as été vraiment parfait aujourd'hui. Eh bien, écoute, moi je suis quand même très frustré parce que je ne peux pas le goûter. Mais si je me permets, est-ce que je peux l'emporter avec moi, s'il te plaît? Avec plaisir. Eh bien, écoute, c'est ce que je vais faire. Chers téléspectateurs, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité. Et je vous souhaite à tous, évidemment, un excellent phto. Merci beaucoup, Hetman. Ça nous met l'eau à la bouche aussi ici. Justement, Emmanuel, ça vous tente? Oui, ça me tente, ouais. Mais qu'est-ce que vous nous disiez il y a quelques instants? Ça a l'air très grave. Vous disiez c'est la version de la éteinte quand même. Je disais 5 minutes de bonheur, 10 ans sur les hanches. C'est pour vous, Et docteur. ensuite, on atterrit chez Dr Bouchama. C'est ça. Bon, on va chez lui tout de suite, justement. Alors justement, on vient vous voir, docteur Ali Bouchama, vous êtes chirurgien esthétique, mais pas pour une lipo, pas pour une chirurgie esthétique, mais justement pour utiliser la toxine botulique contre la transpiration. Alors, comment ça fonctionne exactement? Nos équipes sont venues chez vous dans votre clinique pour voir un petit peu comment fonctionnent ces injections de toxine botulique pour lutter contre la transpiration excessive. Apparemment, c'est vraiment une solution très efficace pour les personnes qui en souffrent. On regarde et on revient. On regarde la pratique, on revient pour l'explication. Les gens connaissent le Botox ou la toxine botulique pour traiter les rides, mais il existe de très nombreuses applications. On va parler de l'application du Botox pour traiter l'hypertranspiration, c'est-à-dire l'hyperhidrose. Contrairement à ce que les gens pensent, ça ne va pas boucher la sortie de la sueur, comme les sels d'aluminium, ça va juste laisser au repos cette fameuse glande. Les aisselles, par exemple, représentent à peu près 2%, donc ça ne va pas empêcher notre corps de fonctionner normalement, ça va juste arrêter cette transpiration handicapante. On a des fois du mal à serrer la main lors des réunions parce que la main est moite et qu'on est gêné. Ou alors les gens qui portent des costumes ou des vêtements ou qui sont toujours filmés se sentent gênés par les aréoles ou les aisselles. Donc c'est extrêmement demandé. Ça se fait des fois entre midi et 2, on reprend ces activités immédiatement après. Et la séance donc, nécessite à peu près 1 heure, 45 minutes pour une pommade anesthésiante sur les aisselles ou sur les mains, puis l'injection qui dure une quinzaine de minutes. Il faut quadriller toute la zone qui va être traitée par le Botox. Il y a 40 points qui vont être injectés, en sachant qu'avec ce dosage, chaque point d'injection a un rayon d'action de 1 cm. Il n'y a
pas de saignement, il n'y a pas de rougeur et ce n'est pas quelque chose qui va handicaper le patient. Et puis, il peut reprendre son activité cet après-midi même. L'effet commence après quelques jours. Au bout de 15 jours, on a déjà l'effet à 100% et comme j'ai expliqué, ça peut durer entre 8 et 10 mois. Plus on appliquera le Botox pour la transpiration, plus son effet se prolongera. Alors justement, docteur Ali Bouchama, en voyant les piqûres, on se disait ça fait mal, ça fait pas mal? Non, le patient est préparé au préalable avec une pommade anesthésiante. Ça permet de bien anesthésier ce genre de zone. Donc pendant 45 minutes jusqu'à 1 heure, du coup ça rend l'expérience beaucoup plus agréable. Agréable, moins douloureuse on va dire. Tout à fait. Bon, il y a des gens qui ne sentent absolument rien du tout. Même pour les plus douillés, avec ça c'est largement supportable. Alors ok, donc là on est en plein mois de mai. On va dire qu'il commence à faire chaud. Et justement, est-ce que c'est la bonne période pour ce genre d'injection ou vous pensez qu'il faut plutôt les préparer en hiver? Alors, comme ça dure environ 10 mois, oui, c'est la bonne période parce qu'après, mois d'hiver, on transpire moins. Il faut rappeler que la transpiration aide notre corps à réguler la température, ce qu'on appelle la thermorégulation. Et en moyenne, dans les conditions normales, on produit 1 demi-litre de sueur par jour. Alors, chez certaines personnes, il y a une production excessive et c'est une réelle pathologie. En France, par exemple, c'est remboursé, les traitements sont remboursés par les assurances. D'accord. Alors, ça handicape la vie intime de la personne, ça handicape dans la vie sociale, mais aussi dans la vie professionnelle. Imaginez quelqu'un qui transpire énormément de ses mains, qui est obligé de tenir des outils pour travailler ou travailler avec son smartphone ou sa souris ou aller, durant les entretiens, justement, aller serrer les mains. On a l'impression que la personne est très stressée alors que c'est juste une pathologie, qu'il souffre de ça. Du coup, donc, en termes d'émotion, on a l'impression qu'il est stressé, qu'il n'est pas bien préparé à cet entretien. Donc, il y a énormément d'applications et c'est devenu très fréquent. Alors, par rapport aux autres traitements qui existent et qui existent toujours, c'est beaucoup moins agressif, il y a beaucoup moins d'effets indésirables. Ok, mais est-ce qu'il y a une sorte d'accoutumance à la toxine botulique? C'est-à-dire, est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne sera plus efficace? Non, absolument pas. On me pose souvent la question, alors si j'arrête un jour de continuer de faire des injections de Botox, est-ce que je vais transpirer plus? Non, absolument pas. On revient à notre état initial, à notre transpiration initiale, comme on était avant. Donc il n'y a pas un problème d'accoutumance ou de dépendance à ce traitement. Il n'y a pas, au bout d'un temps, un besoin de plus de doses? Au contraire. Alors, si au début, l'effet dure environ 8 mois, quand on répète l'application de façon régulière, l'effet commence à se prolonger. C'est valable aussi pour nos rides. Donc, plus on répète l'application du Botox, plus son effet se prolonge, ce qui arrange tout à fait les patientes et les patients. Exact. Alors, justement, par rapport à la transpiration, parfois c'est hormonal. C'est le travail des hormones. Est-ce qu'on peut venir bloquer, est-ce qu'on bloque avec cette toxine botulique ce qui est hormonal? Et on sait combien les hormones sont parfois intimement liées à des pathologies plus lourdes, comme des cancers, etc. Alors, ça, c'est une excellente question. Pourquoi? Parce que, déjà, il faut savoir différencier entre l'hyperhidrose essentielle, primaire, c'est-à-dire qui est génétique, ça touche 1 à 3% de la population, et l'hyperhidrose secondaire, qui, elle, est due à, des fois, des maladies beaucoup plus graves, comme le diabète, comme l'hyperthyroïdie. Il y a même certaines formes de leucémie qui présentent donc ces 2 cadres différents. Déjà, c'est une installation plus récente, alors que pour l'hyperhidrose essentielle, ça commence dès la petite enfance. Et puis, c'est généralisé dans l'hyperhidrose secondaire, alors que l'hyperhidrose primaire, elle est vraiment au niveau des aisselles. Donc c'est vraiment 2 cadres complètement différents qu'il faut savoir diagnostiquer, il faut savoir orienter vers le spécialiste qui va traiter la maladie causale. Alors, par rapport à cette transpiration ordinaire qu'on a tous, qui est effectivement régulée par nos hormones, alors ce qui est très important à comprendre, c'est que le Botox ne va pas boucher les pores, ne va pas boucher l'évacuation de cette sueur. Donc, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tout simplement, le Botox, il va mettre au repos certaines glandes. Par exemple, au niveau des aisselles, on n'a même pas 2% des glandes sudoripares. On a environ
3 et 6 millions de glandes, hein, si on bloque 2%, ça ne va pas changer notre fonctionnement, notre besoin de Je vais vous poser une thermorégulation. question très bête. Est-ce que on ne va pas transpirer plus d'une autre partie? Non, avec Non, mais... c'est une excellente question, c'est loin d'être une question bête parce qu'avant, on utilisait carrément la chirurgie, juste pour vous dire à quel point ça peut handicaper. Et on allait couper carrément au milieu du thorax les nerfs qui étaient responsables de cette hyperhidrose. Conséquence, le corps réagit, on avait jusqu'à 70% d'hyperhydrose compensatrice au niveau de d'autres régions. Le Botox, lui, il a une action purement locale, c'est-à-dire on va traiter l'handicap, qui est soit les mains, les pieds ou les aisselles. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler aussi, c'est qu'on utilisait souvent, ça continue aujourd'hui, des sels d'aluminium. Il y a des déodorants à base de sels d'aluminium qui, eux, ont un autre mécanisme qui est complètement différent. C'est que la glande, elle, produit, mais on bouche, si vous voulez, les canaux, c'est-à-dire qui... c'est aujourd'hui interdit Ce n'est pas interdit, il n'y a pas de conclusions scientifiques évidentes qui ont interdit l'utilisation de sel d'aluminium. Ça existe toujours dans des déodorants ou dans des produits cosmétiques. Mais il y a un doute. Il y a eu des études sur des animaux qui ont montré que ça pouvait augmenter le nombre de cancers du sein. Et comme on les applique sur les aisselles et que c'est proche des ganglions lymphatiques qui sont en rapport direct avec les seins, donc il y a certaines études qui ont soulevé ce problème. Là, ça, c'est pour les sels d'aluminium. Sels d'aluminium. Mais pas pour le Botox. Non, absolument pas. Parce qu'on se dit, on injecte un produit, est-ce que justement, ça peut donner un cancer du sein chez la femme? Non, absolument pas, parce que le Botox, déjà, c'est pas un nouveau produit. Ça fait plus de 20 ans qu'on l'utilisait au Brésil, par exemple, et ça a été utilisé en neurologie avant d'être appliqué en médecine et chirurgie esthétique. Alors là, on met juste au repos certaines glandes, alors que les sels d'aluminium, ils vont aller boucher l'évacuation de ce qui est différent. C'est ça. Ce qui est différent. Et les sels d'aluminium, en particulier, il semblerait qu'il y ait des effets indésirables sur le cancer du sein, qui n'a absolument rien à voir avec la toxine botulique. D'où ces applications nombreuses. Ce sont des millions d'applications partout dans le monde, que ce soit pour les rides. Est-ce qu'il arrive que, par exemple, le patient ou la patiente ait des problèmes de transpiration au niveau de différentes parties du corps, c'est-à-dire pieds, mains, aisselles, le tout en même temps? Oui, c'est plutôt rare, mais ils vont plus privilégier les zones qui les handicapent. Soit professionnellement, soit, par exemple, les gens qui sont filmés, qui passent tout le temps à la télé, etc. Et ça les dérange d'avoir des auréoles visibles sous la chemise, etc. Ou les gens qui sont en costume. Donc, c'est plutôt ça qui va les gêner. Ou d'autres qui travaillent avec leurs mains, ça sera plutôt les pieds. Ou les gens qui sont dans l'armée, des fois, il y a des gens qui sont gênés parce qu'ils transpirent trop, ils ont du mal à ils sont obligés de changer de chaussettes plusieurs fois par jour. Donc, ça va aussi loin que ça? Oui, c'est un véritable handicap. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça touche quand même 200 millions de gens à travers le monde. D'accord. Et bien sûr, aujourd'hui, le traitement chez nous n'est pas encore pris en charge. Non, tout ce qui est chirurgie esthétique n'est pas... Mais ce n'est pas de la chirurgie esthétique. Oui, c'est le seul traitement à cette... Mais c'est vrai. Oui, alors non, au Maroc, pas encore. Dans l'état actuel des choses, non, pas encore. Il y a des discussions ou même pas? Je ne suis pas directement impliqué dans les autorités qui décident ça, mais je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça fasse partie des priorités. C'est ça, mais comme toutes les problématiques dermatologiques aussi, pas mal de traitements coûteux ne sont pas pris en charge et pourtant c'est ce qu'il y a. Oui, je pense que tout ce qui est déjà existe à l'hôpital, tout ce qui est traité à l'hôpital dans les CHU, je pense qu'ils sont bien sûr remboursés quand c'est traité dans le privé, mais tout ce qui dépasse un peu le cadre purement, on va dire, danger, etc., bon, c'est pas partie des priorités. C'est considéré comme l'esthétique. C'est valable aussi au Brésil, c'est pas remboursé. En France, bon, c'est un autre système. Donc, non, pour l'instant, au Maroc, ce n'est pas pris en charge. C'est ça. Une question aux professionnels qui est avec nous ? Non ? Non, c'était très clair. C'est bon, on passe aux questions des téléspectateurs. On y va donc. Alors, nous avons Abla qui vous dit, le traitement de la transpiration Botox crée-t-il une accoutumance ? Ben voilà, c'était la question tout à l'heure. Mais... Oui, c'est une question très fréquente. Non, il n'y a pas d'accoutumance. Si on décide d'arrêter, on arrête. Ça, on revient à notre état physiologique initial. Il n'y a pas de dépendance ou d'accoutumance. Et puis Sophia qui vous dit, après combien de séances commence-t-on à voir les résultats ?
Ça se déroule en une seule séance, Ok. d'accord. Ça dure, comme j'ai expliqué, donc 1 heure pour la totalité du déroulement de la chose. Après, donc, au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, on a déjà un bon effet. Ça dure comme ça jusqu'à 8 à 10 mois. Et plus on applique la toxine botulique, plus son effet se prolonge dans le temps. Donc on fait en général 1 fois par an. D'accord, donc en fait, il faut attendre que l'effet s'estompe ou avant que ça ne s'estompe, il faut refaire son injection. Alors, avant 4 mois, on n'injecte jamais la toxine botulique pour ne pas créer d'anticorps contre la toxine. Donc il faut absolument respecter ce délai minimal de 4 mois. C'est valable pour les rides, c'est valable aussi pour la transpiration. Parfait. Merci beaucoup, docteur Ali Bouchama, chirurgien esthétique. Le Botox, c'est arme anti-transpiration. Et puis, Emmanuel Sabouré, coach PNL, hypnothérapeute. La communication d'impact, c'est aussi un truc pour les enfants. Et Hanan Bedar, coach professionnel, connaître ses forces, mais aussi ses limites, le secret du bonheur. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Atman, bon appétit tout à l'heure avec ton slow, tu penseras à nous. Et on n'a pas reçu notre part, c'est pas grave. Et sinon, on vous dit bon appétit, très très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Et à très vite sur Médien TV et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir.